Le compagnon de voyage. Il était une fois un petit garçon nommé Jack qui vivait dans une petite ville. Jack avait toujours souhaité voyager et parcourir le monde. C'était un garçon au bon cœur. Au bout de bon nombre d'années de dur labeur, il avait réussi à économiser 25 pièces d'or. Et ainsi, un jour, il rassembla tout son argent dans une petite bourse et s'en alla vivre son rêve. Il marcha pendant des jours, jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille maison. Qui peut bien avoir construit une maison si loin dans la forêt? Je suis sûr que personne ne vit ici. Je peux m'y reposer au moins ce soir. Oh, ce cercueil semble tout neuf comparé à cette maison poussiéreuse. C'est très bizarre de trouver ça là, par contre. Jack s'assit près de la porte. Il était si fatigué qu'il s'endormit aussitôt. Dans son sommeil, il rêva d'une fille. Elle portait une robe blanche. Elle avait de longs cheveux fins comme de la soie et de très beaux yeux noirs. Jack tomba amoureux d'elle immédiatement. Mais alors il réalisa que quelque chose n'allait pas. Elle pleurait. Sauve-moi! Sauve-moi! Mais avant que Jack ait pu attraper sa main, il se réveilla. Hein? Quoi? Que s'est-il passé? Quoi? Chut. Il n'y a vraiment personne pour nous entendre. Oh, tu as raison. Prenons vite tous ces bijoux. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Qui es-tu? Je m'appelle Jack. Pourquoi cassez-vous le cercueil de ce pauvre homme? De ce pauvre homme, il nous a emprunté de l'argent et ne nous l'a jamais rendu. Nous sommes juste là pour prendre ses bijoux et récupérer notre argent. Non. Même si ce monsieur n'est plus vivant aujourd'hui, c'est mal de casser son cercueil. Tenez, ces 25 pièces d'or sont tout ce que je possède. Prenez-les et partez. Mais n'abîmez pas son cercueil. Laissez-le reposer en paix. Oh, ça c'est super. Il nous doit bien plus que ça, mais c'est d'accord. Nous ne toucherons plus à son cercueil. Au revoir, mon ami. Maintenant, Jack n'avait plus d'argent. Mais il n'était pas triste du tout. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il essaya de se rendormir et de rêver de la jolie fille à nouveau. Mais le rêve s'était évaporé, et pareil pour la fille. Au petit matin, Jack ramassa ses affaires et quitta la maison. Il marcha un long moment en profitant de l'air frais. Après un moment, il vit quelque chose de bizarre. Où est-ce que je vais me poser? Cet endroit est magnifique. Je devrais venir ici plus souvent. Enfin, bien sûr, jusqu'à ce que... Salut? Tu es perdu? Oh, impossible pour moi de me perdre. Parce que je ne vais nulle part en particulier. J'ai décidé de voyager de par le monde et d'aller où le vent me porte. Waouh, c'est génial! Moi aussi, je voyage de par le monde. Aimerais-tu voyager avec moi? Comme un compagnon de voyage? Oh oui! Pourquoi pas? Et ainsi démarra le voyage de Jack et de son compagnon de voyage. Attends, tu as entendu? Je peux la voir aussi. C'est une vieille dame. On dirait qu'elle s'est cassée la cheville. Elle a besoin de notre aide, Jack. Allons l'aider tous les deux. Jack, ouvre vite mon sac et attrape le flacon bleu. Je ne peux pas, c'est bloqué. Hein? Je peux marcher! Je peux sauter! Mes pieds vont même mieux qu'avant! Oh, mon noble ami, comment puis-je te remercier, dis-moi? Que penses-tu de me donner ce long bâton? Ça? Pourquoi pas? Oui! Prends-le! Merci énormément, monsieur. Pourquoi as-tu besoin de ce bâton? J'adore collectionner des trucs. Et tout est utile. Jack trouva son nouveau compagnon très intéressant. Ils continuèrent de marcher et tombèrent face à une falaise.
Je pense que nous devons escalader. Quoi? Là? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait des ailes d'oiseaux. Les oiseaux n'abandonnent pas leurs ailes comme ça. Peut-être que l'oiseau savait que j'aurais besoin de ses ailes. Tu as vu ça? Elles ont volé toutes seules. Ton sac est magique. Ah oui? Je ne sais pas. Je n'ai jamais remarqué. Allons-y. Ils arrivèrent dans une petite ville. Le compagnon de voyage demanda à Jack d'attendre sur la route pendant qu'il cherchait le meilleur hôtel pour eux. Tandis que Jack attendait tranquillement, il entendit une voix forte et sévère. « Bougez! La princesse arrive !» Quoi? Non, c'est pas vrai. Que se passe-t-il? C'est la fille dont j'ai rêvé la nuit dans la vieille maison. Jack raconta son rêve en entier à son nouvel ami. Je vois. Tu dois aller voir la princesse dès demain. Et c'est ce que Jack fit. Au premier rayon du jour, Jack se rendit au palais. C'était un vieux palais tout simple. Jack se demanda si quelqu'un y avait jamais vécu. Quand il entra, aucun garde ne l'arrêta. Il aperçut alors le roi qui était tristement assis sur son trône. Jack s'inclina devant lui. « Votre Majesté, je suis venu ici pour vous demander... » « Je sais. Tu es sûrement venu ici pour me demander si tu peux te marier avec elle. » Oui, monseigneur. « Attends ici, ma fille va bientôt arriver. » Jack était gêné. Mais il n'osa pas poser de questions au roi. Il attendit là, patiemment. Peu de temps après, la princesse arriva. Elle portait une robe noire. Ses yeux étaient vitreux et son visage était beaucoup plus fin que la nuit précédente. Mais Jack s'en fichait. Il était fou amoureux d'elle. « Ma princesse, je suis ici pour te demander en mariage. » Très bien, mais avant ça, tu dois réussir un test. Viens avec moi. Jack suivit la princesse gaiement. Il rêvait déjà de son avenir avec elle. Alors qu'il s'avançait sur le balcon à l'arrière du palais, il vit un lac au-dessous. C'est un très beau lac. Contente que ça te plaise, parce que si tu échoues à mon test, on te jettera au lac. Comme pour tous ceux qui sont venus avant toi pour m'épouser. Et écoute-moi attentivement. Tu seras appelé au palais tous les matins à 9 h pendant 3 jours. Tous les jours, tu devras me montrer exactement ce à quoi je pense. Si tu me montres le mauvais objet ne serait-ce qu'une seule fois, on te jettera au lac, voilà. Mais si tu devines juste et que tu me montres ce à quoi je suis en train de penser les 3 fois, alors je t'épouserai. Est-ce que tu es d'accord? Tu as accepté? Mais tu es encore plus fou que moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je l'aime. Et si je ne me marie pas avec elle, alors autant que je vive dans ce lac avec les crocodiles. Je vois. Va dormir maintenant. Je vais réfléchir à quelque chose. Le compagnon de voyage de Jack était inquiet pour lui. Dès que Jack s'endormit, il sortit de son sac un arc et le long bâton. Il enfila ensuite les ailes de l'oiseau et vola vers le palais. Il voulait découvrir la vérité à propos du mystérieux palais et de sa princesse. Alors qu'il s'approchait de la chambre de la princesse, il se cacha derrière une tour. Il vit la princesse sortir de sa chambre sur son balcon. À sa grande surprise, elle ouvrit des ailes noires et s'envola. Ce n'est pas une princesse ordinaire. Il faut que je la suive. Le compagnon sortit son arc et le long bâton. Il visa la princesse et tira sur elle avec le bâton. Quand elle se retourna, il se cacha derrière un arbre et émit un petit piaillement. Ce qu'il vit ensuite le choqua. Elle avait les yeux verts. Oh, elle est victime d'un mauvais sort. Le compagnon de voyage continua à la suivre. La princesse vola encore en descendant dans une cave. Elle marcha à l'intérieur jusqu'à une grande ouverture. Là, sur un trône,
était assis un gros monstre vert. « Maître, un jeune homme nommé Jack souhaite se marier avec moi. » Encore un autre? Ne t'inquiète pas. Prends ça. C'est ce qu'il devra te montrer. Oui, maître. Le lendemain matin, quand l'horloge sonna à 9 heures, Jack arriva au palais avec une boîte à la main. Il se tint debout devant la princesse. « Montre-moi, Jack, à quoi suis-je en train de penser ?» Ma belle princesse, tu es en train de penser à ça. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce que mon amour pour toi est pur. Assez. Reviens demain matin. La princesse fut très embarrassée. Personne n'avait encore jamais été capable de deviner juste. Mais la princesse ne savait pas que le compagnon de voyage de Jack avait regardé le monstre lui donner le gant. Cette nuit-là, elle s'envola à nouveau avec le compagnon de voyage à ses trousses. Elle entra dans la cave et raconta l'incident au monstre. Il fut tout aussi troublé. « Mais c'est peut-être une coïncidence !» pensa-t-il en lui-même. Cette fois, il lui donna 3 billes. La princesse s'inclina devant son maître et s'en alla. Le lendemain matin, une fois de plus, Jack devina juste. Le palais se réjouit. Ils se dirent que Jack était magicien. Ce soir-là, de retour à l'hôtel... Demain, c'est le dernier jour, mon ami. À quoi crois-tu qu'elle sera en train de penser? On le saura demain. Cette nuit-là, le compagnon sut qu'il devait faire quelque chose concernant le monstre. Quand Jack s'endormit, il s'envola vers la cave. La princesse y était déjà. Impossible! Comment peut-il deviner juste? Bon, retourne au palais. 5 minutes avant 9 heures, mon lutin viendra à toi avec une boîte. Personne ne pourra deviner ce qu'il y a dedans. Va maintenant. Va dans la forêt et cherche une fleur qui porte les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'existe qu'une seule fleur comme celle-là dans le monde. Trouve-la et donne-la à la princesse demain matin. Même si le garçon devine juste, il ne sera jamais à même de lui montrer cette fleur. Oh, que tu es mignon. Allons-y. Le lendemain matin, la princesse attendait le lutin près de sa fenêtre. Il était 9h moins 5, mais le lutin ne vint pas au rendez-vous. Où donc est le lutin? Princesse, le roi veut vous voir tout de suite. Il est 9h. Dans le grand hall, tout le royaume était réuni pour assister au miracle. La princesse apparut, mais elle semblait différente. Elle avait l'air distraite. Mon amour, ces 2 derniers jours, tu ne pensais à rien du tout. Tu faisais seulement ce qu'on t'avait forcé à faire. Mais aujourd'hui, tu penses enfin à quelque chose. Et je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout! Votre Majesté, votre fille est en train de penser au lutin qui est absent. Quoi? Comment as-tu fait? Oh! Wow! Oh, Oh! oh là là! Mais non! Non, c'est impossible! Non, arrêtez! Ah, non! Oh, Jack! Tu as rompu le mauvais sort! Merci, monsieur. Je suis un soldat de ce palais. Le monstre satanique était amoureux de la princesse, mais il ne pouvait pas la voir. Quand j'ai essayé de sauver la princesse, il nous a jeté un sort à tous les deux. Seul un homme qui réussirait son test pourrait alors le détruire. Et aujourd'hui, tu nous as libérés de ce tour de magie cruel. Eh bien, non, en fait. C'est mon ami qui a tout fait. Princesse, voici donc mon ami. Mais attends, je ne t'ai jamais demandé ton nom. Tu m'as aidé, encore et encore, et je ne connais même pas ton nom. J'ai tellement honte de moi-même. Comment est-ce que j'ai pu être si égoïste? Tu es tout sauf égoïste, Jack. Je suis de retour uniquement grâce à toi. De retour? Comment ça? Jack, tu ne m'as jamais demandé comment je connaissais ton nom. J'ai aussi oublié de te demander ça, c'est vrai. Je le sais, parce que tu l'as dit tout haut dans ma maison.
quand tu m'as sauvé des mains de ces voleurs. Tu as donné tout ton argent, Jack. Tes 25 pièces d'or, pour que je puisse reposer en paix. Tu as un très grand cœur, mon ami. Et maintenant, mon travail est terminé ici. Tu as trouvé ta princesse. Il est temps pour moi de partir. Jack était triste, mais il savait qu'il n'oublierait jamais son cher ami. Le royaume se réjouit de son nouveau prince. Et Jack et sa princesse vécurent heureux pour toujours. Fin. La fille fainéante et la fille assidue. Il était une fois une maison dans un village fort lointain. C'était une maison dans laquelle vivaient un homme et sa femme. Chacun d'eux avait une fille née d'une union précédente. La femme aimait beaucoup sa fille. Elle lui offrait souvent de nouveaux vêtements et ne lui demandait jamais de participer à la moindre corvée. Et sa fille devint naturellement assez feignante. Elle restait assise des jours entiers à ne rien faire et à se regarder dans la glace. À l'opposé, la femme traitait sa belle-fille assez mal. Pourquoi restes-tu assise ici? Lève-toi et nettoie la maison. Mais maman, j'ai déjà nettoyé la maison ce matin. Ne discute pas, fais juste ce que je te dis de faire. Oui, maman. La femme lui faisait faire tout le travail. Et pourtant jamais la fille ne se plaignait. Elle faisait le même travail encore et ne semblait jamais fatiguée. Son père la voyait faire. Il en avait mal au cœur, mais pourtant il ne pouvait rien y faire. Avec le temps, il était devenu trop faible et pas en très bonne santé. « Ma douce petite fille, je suis si désolé. Je n'ai rien à t'offrir. » Non, papa, ne sois pas désolé. Tu m'as aimée et tu as pris soin de moi toute ma vie. C'est maintenant à mon tour de prendre soin de toi. Je vais travailler et je gagnerai beaucoup d'argent. C'est une période un peu difficile pour nous, mais ce sera bientôt fini. La femme écoutait tout cela en silence. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Je devrais l'envoyer travailler dans une famille riche. Oui, je vais faire ça, l'envoyer travailler. Et tout ce qu'elle gagnera sera à moi. Ma fille et moi, on aura enfin la vie dont on a toujours rêvé. Tu as raison. Ton père est très souvent malade, tu sais. Et cela crée énormément de dépenses. Pourquoi ne pars-tu pas travailler pour une famille riche, non? Tu serais une bonne servante. Comment oses-tu? Pourquoi n'envoies-tu pas ta propre fille à la place? Oh, je voudrais bien. Mais tu sais comment elle est. Elle s'inquiète toujours de ses jolies petites mains et de ses jolis petits pieds. Si elle travaille, elle perdrait toute sa beauté. De plus, ta fille à toi n'est pas si jolie, elle. La faire travailler ne la rendra pas pire, tu sais. C'est donc décidé. Tu pars dès demain matin pour aller travailler dans une famille riche. Oh, qu'est-ce que lui connaît, la beauté? Tu n'as pas à travailler, mon enfant. Non, papa, je veux travailler. Rien n'arrive sans beaucoup d'efforts, tu sais. Ne t'inquiète pas, tu m'as bien élevée. Je sais qu'un jour, mes efforts seront récompensés. Le lendemain matin, la fille était prête à partir. Elle allait chercher du travail dans une famille riche. Sa belle-mère ne lui avait donné ni eau ni nourriture pour le voyage, mais ça lui était égal. Ah, prends bien soin de toi, mon enfant. Et souviens-toi, ne refuse jamais de l'aide à quelqu'un qui te le demande. Et sois assidu. Et quoi que tu fasses, fais-le avec tout ton cœur. Oui, je n'oublierai jamais ça, papa. Et la fille s'en alla. Elle marcha d'une colline à l'autre, mais ne trouva rien. Elle marcha pendant des jours sans voir personne. Mais elle ne perdit pas espoir pour autant. Elle se souvint de ce que son père lui avait dit. Ne refuse jamais de l'aide à quelqu'un qui te le demande. Et sois assidu. Et quoi que tu fasses, fais-le avec tout ton cœur. Pour l'instant, je dois me concentrer sur la recherche d'un travail, c'est tout.
C'est ce que je dois faire, et je dois le faire avec tout mon cœur. Peu importe combien de temps ça prendra, je n'abandonnerai pas. Un peu plus loin, elle rencontra un arbre qui parlait. Il était complètement sec. « Bonjour, ma petite. On dirait que tu vas quelque part. Pourrais-tu m'aider à me débarrasser de mes vieilles branches? Je ferai une bonne action pour toi en échange. » Oh, oui, bien sûr. Alors, la fille grimpa et cassa toutes les branches sèches avec ses mains. Elle ne s'arrêta pas tant que l'arbre ne fut pas complètement débarrassé de ses vieilles branches et prêt à faire pousser de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits. L'arbre la remercia et la fille reprit son chemin. Un peu plus tard, elle tomba sur un pied de vigne en train de mourir. Juste à côté du pied de vigne, il y avait une bêche un peu étrange. Le pied de vigne s'adressa à la fille. « Salut! Peux-tu travailler la terre autour de moi? Je ferai une bonne action pour toi en échange. » La fille attrapa la bêche et commença à travailler la terre. Elle travailla dur à s'en faire mal aux paumes des deux mains. Oh, tu dois avoir mal aux mains. Ça peut aller, elles guériront. Tu avais besoin de moi et je suis contente de t'avoir aidé. Le pied de vigne la remercia et la fille reprit sa route. Un peu plus loin, elle croisa le chemin d'un four tout cassé et celui-ci l'appela près de lui. « Ma petite, pourrais-tu me nettoyer et me remettre en bon état? Je ferai une bonne action pour toi en échange. » La fille put voir que le four était cassé de partout. Elle réfléchit un moment. Elle apporta alors un peu de boue et se mit à la mélanger avec ses pieds. Elle utilisa cette boue pour reboucher les fissures. Le four redevint aussi neuf qu'au premier jour. « Merci, mais tu as bien sali tes mains et tes pieds. » Ce n'est pas un problème, je peux les laver avec de l'eau. Tu avais besoin d'aide et je suis contente d'avoir pu t'aider. La fille reprit ensuite son chemin. Un peu plus loin, elle trouva un puits en mauvais état lui aussi. Et il se mit à lui parler. Oh, salut! Pourrais-tu évacuer l'eau stagnante et me rendre propre? Je ferai une bonne action pour toi en échange, ma belle. La fille puisa toute l'eau stagnante et retira le puits à fond. Oh! Tu as abîmé tes vêtements! Oh, ce n'est pas grave. Tu avais besoin de moi et je suis vraiment contente d'avoir pu t'aider. Le puits la remercia et la fille reprit son chemin. Un peu plus loin, elle entendit une petite voix. C'était un chien. Il était couvert de boue et avait des poils très longs. Pourrais-tu me couper les poils et me donner un bain dans la rivière? Je ferai une bonne action pour toi en échange. Alors la fille s'occupa de lui. Maintenant, le chien avait l'air heureux et en pleine forme. Il remercia la fille. La fille se nettoya à la rivière et reprit son chemin. Puis, la nuit tomba. Elle passa devant une maison. Dans cette maison vivaient 7 bonnes fées. Désolée de vous déranger, mais il fait noir dehors, alors est-ce que je peux passer la nuit ici? Où vas-tu comme ça? Je cherche un travail. Vraiment? Alors pourquoi ne pas travailler ici? Il y a 7 chambres. Tu devras nettoyer 6 chambres tous les jours. Mais souviens-toi bien, il est interdit de rentrer dans la 7e chambre. Est-ce que c'est d'accord? Ah, je suis si reconnaissante. Merci beaucoup. Je vais faire comme vous avez dit. Et en effet, c'est ce qu'elle fit. Elle se leva tous les jours pour nettoyer les 6 chambres, sans jamais regarder dans la 7e chambre. Une année entière passa, et la fille avait gagné assez d'argent. Elle souhaitait maintenant retourner auprès de son père. Avant de partir, dis-nous un peu. Pourquoi tu n'as jamais été curieuse de savoir ce qu'il y avait dans la 7e chambre? Mon père m'a enseigné de toujours faire mon devoir. Et pour la période à laquelle j'ai travaillé chez vous, mon devoir était de vous obéir. Nous sommes ravis de ton honnêteté, ma chère. Ton assiduité nous a impressionnés. Viens avec moi. Il est temps de te donner ta récompense. Les fées accompagnèrent la fille à la 7e chambre. À l'intérieur, il y avait des tas de pièces d'or et d'argent. Allez, va te rouler dans toutes les pièces. Tout ce qui reste collé à toi t'appartient. La fille fit comme on lui avait dit. Elle se roula dans les tas de pièces d'or, puis ensuite dans les tas de pièces d'argent. Elle brillait autant qu'une étoile, avec toutes ces pièces collées sur elle.
Elle dit au revoir aux fées et s'en alla. Sur le chemin du retour, elle croisa le chien, à qui elle avait donné un bain dans la rivière. Le chien avait maintenant de longues perles à la place des poils. Viens, ma petite, tu m'as aidée quand j'avais besoin de toi. Viens près de moi et prends autant de perles que tu veux. La fille enroula une rangée de perles autour de ses mains, de ses jambes et de son cou. Elle remercia le chien et s'en alla. Un peu plus loin, elle se retrouva près du puits qu'elle avait récuré. Viens, ma petite! Tu m'as aidée quand j'en avais besoin. Viens, bois de mon eau et épanche ta soif. Il y avait un tas de jarres bien rangées près du puits et à la disposition des voyageurs. La fille en attrapa une, la remplit d'eau et but jusqu'à plus soif. Elle remercia le puits et s'en alla. Un peu plus loin, elle retrouva le four qu'elle avait réparé. Viens, petite, tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Viens manger ce pain frais et ce gâteau. Alors la fille en mangea autant qu'elle voulut et en ramena même pour son père. Elle remercia enfin le four et reprit son chemin. Un peu plus loin, elle tomba sur le pied de vigne qu'elle avait cultivé. Viens, ma petite, tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Viens boire de ce bon jus de raisin. Ainsi, la petite en but autant qu'elle voulut et en emporta un peu pour son père. Elle remercia le pied de vigne et s'en alla. Un peu plus loin, elle passa devant l'arbre qu'elle avait aidé. L'arbre était maintenant bien vert et rempli de poires bien fraîches. Viens, ma petite, tu m'as aidé quand j'en avais besoin. Viens manger mes belles poires. La fille mangea autant qu'elle voulut et en emporta pour son père. Elle remercia l'arbre et reprit son chemin. Quand elle arriva à la maison, elle fut très contente de revoir son père. Il n'était plus malade et l'attendait debout à la porte. Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Quand la mère arriva, elle fut choquée de voir que le père était guéri et que la fille était riche. Elle était recouverte des pieds à la tête d'or, d'argent et de beaucoup d'autres choses encore. Ignorant la mère, le père et sa fille entrèrent dans la maison. La belle-mère réalisa alors que son mari ne lui laisserait rien de tout ça. Immédiatement, elle appela sa fille et lui ordonna de partir chercher du travail dans une famille riche. Écoute-moi bien. Tu dois gagner plus qu'elle, d'accord? J'ai confiance en toi. Elle a eu des perles, toi, tu me ramèneras des rubis. La fille dit au revoir et se mit en chemin. Elle n'avait pas encore marché beaucoup qu'elle rencontra un arbre complètement sec. L'arbre lui demanda de l'aide pour se débarrasser de ses branches sèches, en échange d'une bonne action. Oh, tu es sérieux, là? Je ne vais pas salir mes mains toutes propres et mes jolis petits pieds pour tes branches sèches, non. Pas moyen, pas moyen. Et elle passa son chemin. Un peu plus loin, elle croisa un pied de vigne qui lui demanda de travailler la terre autour de ses racines en échange d'une bonne action. Sous ce soleil de plomb, je ne vais pas salir mes mains propres et mes jolis petits pieds pour tes racines mourantes. Pas moyen, non. Et elle passa son chemin. Un peu plus loin, elle tomba sur un four tout cassé qui lui demanda de petites réparations en échange d'une bonne action. Je ne salirai pas mes mains propres et mes jolis petits pieds. Pas moyen, je suis désolée. Un peu plus loin, elle trouva un puits qui lui demanda de le récurer en échange d'une bonne action. Tu es un puits avec de l'eau. Lave-toi toi-même. Je ne salirai pas mes mains propres ni mes jolis petits pieds. Pas moyen. Un peu plus loin, elle rencontra un chien qui lui demanda de lui donner un bain en échange d'une bonne action. Mais la fille partit en courant et en hurlant qu'elle ne se salirait pas ses petites mains propres et ses jolis petits pieds. Pas moyen. Un peu plus loin, elle arriva devant une maison et demanda si elle pouvait y passer la nuit. C'était la maison des 7 bonnes fées. Comme la fois d'avant, les fées lui proposèrent de rester pendant 1 année et de nettoyer les 6 chambres. Mais souviens-toi bien, il est interdit d'entrer dans la 7e chambre. La fille dit qu'elle était d'accord. Tous les jours, elle se leva pour nettoyer les 6 chambres. Mais après peu de temps, la curiosité eut raison d'elle et elle entra dans la 7e chambre. Il faisait sombre à l'intérieur et à la place d'or et d'argent, la pièce était pleine de grenouilles et d'abeilles. Elle se fit mordre et piquer si fort qu'elle eut des ecchymoses partout sur le corps. Sans attendre l'arrivée des bonnes fées, elle s'enfuit de la maison en courant. Sur le chemin du retour, elle croisa le chien couvert de perles.
Elle courut après lui pour essayer de lui arracher quelques perles, mais le chien disparut. Un peu plus loin, elle retrouva le puits qu'elle avait refusé de récurer. Et alors qu'elle se penchait pour boire un peu d'eau, l'eau glissa plus bas qu'elle, à un niveau hors d'atteinte. Un peu plus loin, elle arriva auprès du four qu'elle avait refusé de réparer. Il y avait du pain frais et du gâteau tout prêt. Mais quand elle essaya de toucher le pain, elle se brûla les mains. Un peu plus loin, elle retrouva le pied de vigne pour lequel elle avait refusé de labourer la terre. Elle avait vraiment très soif, mais le pied de vigne refusa de la laisser boire. Un peu plus loin, elle arriva devant l'arbre qu'elle avait refusé d'aider. Il était plein de belles feuilles vertes et de poires bien fraîches. Mais alors qu'elle essaya de cueillir les poires, l'arbre se mit à pousser d'un coup, plaçant ses poires hors d'atteinte. La fille dut s'en aller. De retour à la maison, sa mère l'attendait à la porte, pleine d'espoir de voir de l'or et des rubis. Mais sa fille revint couverte d'échymoses, avec des vêtements tout sales. Tu comprends maintenant? La fainéantise, ça ne donne rien du tout. Seul un cœur modeste et honnête est récompensé. Tu n'as plus ta place dans cette maison. Va-t'en maintenant! La femme et sa fille quittèrent la maison. Le père et sa fille assidus vivraient alors maintenant ensemble, heureux et pour toujours. Le poisson à la tête d'or. Il y a très très longtemps, au centre de l'Égypte, se tenait un grand palais. Le palais était comme endeuillé car le roi venait de perdre la vue suite à une maladie. Un tas de médecins avaient essayé de lui faire recouvrer la vue, mais en vain. Tout le royaume priait sans relâche. Quelques jours plus tard, un bateau amarra sur les quais. En descendit le docteur Wazir. Il raconta aux locaux qu'il était le médecin d'un grand roi de l'autre côté des mers et qu'il voulait s'occuper de la santé du roi d'Égypte. Cette maladie est grave, mais son cas n'est pas sans espoir. C'est difficile, mais pas impossible. Je peux lui faire retrouver la vue, mais je vais avoir besoin d'une pommade très spéciale. Je vous trouverai tout ce dont vous aurez besoin pour préparer cette pommade. Mais vous devez absolument sauver mon père. La pommade sera faite à partir des larmes d'un poisson à tête d'or. Tu trouveras ce poisson quelque part dans la grande mer. Je reste ici pour 100 jours. Si tu arrives à me rapporter ce poisson dans le temps imparti, je pourrai fabriquer la pommade pour ton père. Mais si tu ne trouves pas ce poisson dans les 100 jours, alors je devrais vous abandonner. Le prince partit sur le champ avec ses hommes. La grande mer était à des kilomètres du palais. Le prince et ses hommes retournèrent toutes les pierres de la mer pour trouver le poisson. Les mois passèrent, mais impossible de trouver le poisson demandé. Lorsqu'au 100e jour, il ne nous reste plus qu'une seule heure avant la fin du dernier jour. Même si je trouve le poisson, le temps de retourner au palais avec, le docteur Wazir sera parti. Ah, mais je ne dois pas abandonner. J'ai encore le temps de plonger une dernière fois. Et c'est ce qu'il fit. Et cette fois, comme un coup du destin, il trouva le poisson à la tête d'or. Il sortit le poisson de l'eau et le mit dans un bocal. Mais alors qu'il était sur le point d'appeler ses hommes et de reprendre la mer, il regarda le poisson, immobile. Le poisson le regardait avec de tels yeux de pitié. Même si le docteur Wazir est parti, les autres voudront tuer ce poisson et pratiquer toutes sortes d'expériences avec lui. Ah, je ne peux pas faire ça. J'accepterai n'importe quelle punition. Mais j'ai appris une chose de mes parents. C'est de ne pas faire de mal à un innocent.
Il relâcha le poisson dans l'eau et repartit au palais. Bien conscient que sa générosité ne serait pas bien reçue. Tu as libéré le poisson? Comment as-tu osé? Jetez-le au donjon immédiatement! Tout le monde au royaume savait qu'une fois jeté au donjon, on n'en était jamais libéré, ni délivré. Mais le prince accepta sa punition en silence et partit. Cette nuit-là, la reine s'introduisit discrètement là où le prince était détenu. « Oh, mon fils, pour le moment, le roi est en colère. Je sais bien qu'une fois qu'il sera calmé, il regrettera ses actes. Tu dois quitter le royaume immédiatement. J'ai tout arrangé pour toi, d'accord? Mais maman! Je sais que je défie les ordres du roi, mais tu es le seul que ce royaume a réellement, mon enfant. Je me dois de te protéger. Le prince fut conduit par un passage secret qui s'ouvrait sur la rivière. Un bateau l'attendait déjà. Avec tristesse, il dit au revoir de la main à sa mère et commença son long voyage. Après avoir navigué toute la nuit, il s'arrêta à un port pour se reposer. Alors qu'il marchait vers un étal pour acheter des fruits, il fut approché par un jeune arabe. « Monsieur, vous êtes nouveau par ici ?» « Oui, tout à fait. Qui êtes-vous ?»« Je suis un pauvre homme qui cherche du travail. Avez-vous besoin d'un serviteur ?»« Je pourrais avoir besoin de quelqu'un pour naviguer avec moi. Mais comment puis-je te payer ?»« Vous pouvez me payer avec quoi que ce soit qui vous semble juste à la fin de l'année. » Le prince fut heureux d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager son voyage long et interminable. Il acheta tout ce qui était nécessaire et reprit son voyage avec son compagnon arabe. Ils voguèrent ensemble pendant des semaines avant d'arriver à un port. L'endroit ressemblait à un petit royaume. « Nous devons nous arrêter ici. Nous nous sommes fort éloignés de votre royaume et il est impossible de continuer de naviguer pour le restant de nos vies. Il faut nous installer quelque part, de façon à ce que les gens de votre royaume puissent vous retrouver, monsieur. » Tu as l'air si sûr de toi, dis-moi. Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils viendront me chercher? Juste un pressentiment. Le prince et le jeune arabe descendirent au port et commencèrent à explorer le petit royaume. C'était un bel endroit. Ils trouvèrent une auberge pour se reposer et firent la conversation à l'aubergiste. L'aubergiste leur apprit que le roi cherchait à marier sa jolie fille. Il continua en décrivant combien elle était généreuse et gentille. L'arabe remarqua que le prince était en train de tomber amoureux de cette beauté inconnue. « Oh, monsieur, vous devez aller rencontrer cette princesse. »« Non, non, vous ne devriez pas. Elle est... » Oh, s'il vous plaît, je suis sûre que mon maître aussi veut se fixer. Monsieur, vous devez y aller. Tu as raison. Je crois que je vais m'y rendre dès demain. Le lendemain, comme prévu, le prince entra au palais royal en toute confiance. Il marcha avec élégance sur le tapis et s'inclina devant le roi. « Votre Majesté, je suis ici pour demander la main de votre fille en mariage. »« D'accord, alors, je vais tout préparer pour le mariage. »« Oui, je vois. Votre Majesté, vous ne voulez pas savoir d'abord qui je suis ? » Bah, peu importe. Tu ne vivras pas au-delà de la 12e heure après le mariage. Tu es au courant, n'est-ce pas ? Non, Votre Majesté. Je pense que j'ai dû louper cette information primordiale. Pouvez-vous m'éclairer, s'il vous plaît ? Eh bien, vois-tu, ma fille a épousé 192 hommes jusqu'à présent. Aucun d'eux n'a survécu au-delà de la 12e heure de leur mariage. Tu peux prendre un peu de temps pour reconsidérer ta proposition, si tu veux. Le prince réfléchit un moment et, sans hésitation, il promit de revenir le lendemain pour la cérémonie du mariage. De retour à l'auberge,
Vous êtes complètement fou! Mon ami, il est évident que la princesse a un problème. Elle est sûrement possédée. Je dois l'aider. Je savais que vous ne reculeriez pas. Nous ferons face au possesseur ensemble. La procession du mariage était assez unique. D'un côté, le palais était décoré de manière fastueuse. Et de l'autre côté, dans l'arrière-cour, on creusait la tombe du prince. Tout le monde était absolument persuadé que cet étranger allait devenir le 193e à perdre la vie. Après le mariage, arriva la 12e heure. Le prince s'assit devant sa femme dans un énorme fauteuil. La princesse ne savait pas que l'arabe était aussi dans la même pièce, caché dans le placard. Il attendait de sortir en douce pour protéger son prince. L'horloge sonna très fort. C'était l'heure. Lentement, un long serpent brillant sortit de la longue manche de la princesse. Alors que le prince était prêt à attaquer, quelque chose d'inattendu arriva. Soudain, une petite musique flotta dans l'air. Le prince pouvait voir le serpent s'approcher, mais ni lui, ni la princesse ne pouvaient plus bouger, comme paralysés. C'était la musique. Elle hypnotisait tous ceux qui l'entendaient. Mais pourtant, le jeune arabe ne perdit pas l'usage de ses sens. Il sortit du placard et retint le serpent par le cou. La musique s'arrêta soudainement, et le prince et la princesse sortirent immédiatement de leur état d'hypnose. L'arabe enferma rapidement le serpent dans une jarre en bois et la referma. « Attends un peu, comment se fait-il que tu n'aies pas été atteint ?» Aucune importance, mon prince. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez en vie. La malédiction sur la princesse était enfin levée. Le prince et la princesse tombèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent de bonheur de s'être trouvés. Comme si ce n'était pas suffisant, quelques jours plus tard, un messager arriva au royaume. Il demanda après le prince et lui donna une bonne nouvelle. « Mon prince, votre père a recouvré la vue. La reine lui a parlé de votre départ et il souhaite que vous et la princesse reveniez auprès de lui. » On arrangea le départ immédiatement. Avec joie, la princesse, le prince et son compagnon arabe dirent au revoir au roi de la main. Une fois de retour, toute l'Égypte fut en joie. Les célébrations durèrent des jours. Mais peu après, il fut temps pour l'arabe de repartir. « Mais pourquoi ? Tu peux rester ici. Jamais je ne t'ai considéré comme mon serviteur. Tu es mon ami. » C'est votre générosité qui parle, monsieur. Cette qualité précise qui m'a amené à vous, eh bien... Je ne comprends pas. Nous, les poissons, nous avons une bonne mémoire. Les poissons ? Oui. Je suis le poisson à la tête d'or que vous avez sauvé un jour, vous savez. Et maintenant que vous êtes de retour dans votre royaume, eh bien, il me faut retourner dans le mien. Je serai toujours votre ami, mon prince. Je serai toujours dans le coin pour vous protéger. Ah, tu m'as aidé à trouver mon foyer. Je ne peux donc pas t'empêcher de retourner dans le tien, c'est évident. Le prince serra son ami dans ses bras et le regarda s'en aller. Il avait des larmes dans les yeux, mais un sourire sur son visage. Le prince continua de souvent rendre visite à son ami de la Grande Mer. Il resta ami avec son poisson à tête d'or pour le restant de ses jours. Alice au pays des merveilles. Par une après-midi ensoleillée, la petite Alice et sa grande sœur décidèrent d'aller au parc. Tandis que sa sœur était assise avec un livre, Alice s'ennuyait à attendre qu'elle ait fini. Elle avait promis de jouer avec moi. Mais apparemment, un livre sans images est plus intéressant pour les grandes personnes. Pouah.
Je ne comprendrai jamais les grandes personnes. Est-ce que cela signifie que je ne me comprendrai pas moi-même quand j'aurai grandi? Oh mon Dieu, je vais être en retard. Un lapin qui parle! Une montre de poche? C'est bien curieux. Il faut que je le suive. Et sans réfléchir un instant à comment elle pourrait en ressortir, elle s'engouffra à fond dans le trou du lapin. Mais soudain, elle ne se trouva plus tout à fait dans un trou de lapin. Alice se retrouva en train de tomber dans un puits profond des plus étranges. Cette descente est beaucoup trop longue. Soit ce puits est trop profond, ou bien je tombe bien trop lentement. Je suis sûrement tout près du centre de la Terre maintenant. Oh! Un petit tas d'herbe? Comme c'est gentil. Quel est cet endroit? Elle se tenait à présent dans un long hall. Il y avait partout de minuscules portes fermées à double tour. Quel endroit bizarre. Et où est donc passé le lapin blanc? Comment sortir d'ici? Et si je ne ressortais jamais d'ici? Apeurée, elle avança et aperçut une table en verre à 3 pieds. Dessus était posée une minuscule clé dorée. Sans perdre un instant, Alice ouvrit une toute petite porte à l'aide de la clé minuscule. Elle dut s'agenouiller pour regarder ce qu'il y avait de l'autre côté de cette porte. Et oh, que c'était beau à voir! Waouh! C'est le plus joli jardin que j'avais jamais vu. Oh! J'aimerais tant pouvoir passer cette petite porte. Mais c'était impossible. Déçue, elle revint près de la table. Et là, il y avait maintenant une bouteille. Oh! Je n'avais pas vu cette bouteille avant. Que dois-je en faire? Et elle but tout d'un trait. Et tandis qu'elle buvait, elle commença à rétrécir. C'était un sentiment étrange pour Alice, comparable à un télescope qui se referme. On dirait que je suis un télescope qui se referme. Maintenant, je vais pouvoir facilement passer par cette petite porte. Quand soudain elle réalisa... Non! La clé! Pourquoi suis-je venue dans cet endroit? Alors seulement, Alice remarqua une petite boîte en verre qui était posée sous la table. Mais qu'est-ce que c'est? Et voilà le résultat avec ce gâteau. Alice s'était mise à grandir, encore et encore et encore. Elle était à présent si grande qu'elle pouvait à peine apercevoir ses propres pieds. Rapidement, sa tête alla cogner le plafond. Oh non! À présent, Alice était capable de prendre la clé, mais elle était bien trop grande pour pouvoir passer par la minuscule porte. Elle s'assit et se mit à nouveau à pleurer, encore et encore. Tant et si bien que ses larmes immenses commencèrent à inonder le sol, quand soudain... Oh, la duchesse, elle va être très en colère si je la fais attendre. Oh, Monsieur Lapin, s'il vous plaît, pourriez-vous... Ah, quel malpropre! À quoi pourrait bien servir un lapin qui parle à la duchesse s'il ne remarque même pas une fille immense assise juste devant ses yeux? Oh, il fait si chaud ici. Je me demande bien ce que deviennent mes pieds maintenant que je ne peux plus les voir. J'espère qu'ils resteront propres même sans mon aide. Oh, mais que... Alice portait un petit gant blanc. Oh, comment est-ce rentré sur ma main? Oh, comment suis-je donc redevenue si minuscule? Oh, c'est l'éventail! L'aération m'a fait rétrécir. Je suis si petite maintenant.
c'était moi une. Oh! De l'eau salée? On dirait que je suis tombée dans la mer. Mais alors, il ne fallut pas longtemps à Alice pour réaliser que c'était en fait ses propres larmes. Et soudain, une grosse vague fit sortir Alice par la porte. J'espère que je vais vite sécher. Ce serait bête d'attraper un rhume maintenant. Que fais-tu ici? Retourne à la maison me prendre une paire de gants et un éventail. À la maison? Quelle maison? Ma maison. Là-bas. Allez, vas-y. Alice était si confuse et effrayée qu'elle se mit en route pour la maison du lapin sans poser plus de questions. « Il a dû me prendre pour sa bonne », pensa-t-elle. Elle entra dans une petite pièce bien rangée. Sur une table étaient posés l'éventail, la paire de gants et une petite bouteille. J'ai bien compris que quelque chose d'intéressant se passait à chaque fois que je mangeais au buffet quelque chose. Voyons un peu ce que fait cette bouteille. J'en ai un peu marre d'être toute minuscule comme ça. Sa tête alla toucher le plafond. Je suis coincée. C'est alors que le lapin arriva. Ma main! Alice était si mal à l'aise. Elle voulait bouger sa main, mais... Il y a une main qui passe par la fenêtre de ma maison. C'est un géant. Il y a un géant dans ma maison. Oh, c'est un géant. À l'aide, à l'aide. Les animaux arrivèrent rapidement. On demanda au plus petit d'entre eux, Bill le lézard, de passer par la cheminée. Alice était aussi parvenue à passer son pied par la cheminée. Alors d'un coup... Le lapin eut une idée. Pas la plus intelligente, je dois dire. Un gâteau? Il va m'aider à rétrécir une fois de plus. Et c'est ce qu'il fit. Dès qu'elle fut assez petite, Alice s'enfuit de la maison, loin de tous les animaux, et s'enfonça dans la forêt. La première chose que je dois faire, c'est de retrouver ma taille normale. Oh, je peux t'aider. Bien que ta taille n'ait rien d'embarrassant. Regarde-moi donc. Oh, bien sûr. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es magnifique. Oh, bien sûr que je le suis. Un côté te fera devenir très grande et l'autre côté te fera devenir toute petite. Un côté de quoi? Du champignon, pardi. Maintenant, restait à savoir quel côté d'un objet rond comme un champignon était la droite et la gauche. Au final, Alice décida de prendre un peu de chaque côté. Elle grignota d'abord un petit bout du côté droit et son cou se mit à s'allonger. Elle grandit comme un plant de haricots. Immédiatement, elle avala un bout du côté gauche. Mais elle rétrécit à une taille un peu plus petite qu'au départ. Fatiguée, elle continua de croquer dans le champignon, prenant bien soin de manger des deux côtés. Parfois, elle grandissait trop et parfois, elle rétrécissait trop, jusqu'à ce qu'enfin, elle retrouve sa taille d'origine. Me voilà parvenue à accomplir la moitié de ma mission. Quelle journée éprouvante! Je devrais peut-être garder quelques morceaux de ce champignon, juste au cas où j'en aurais encore besoin. Je me dois de remercier cette chenille. Mais elle était si bizarre. Je ne sais pas si je risque de l'agacer. Oh! Mais qui n'est pas bizarre par ici, ma chère? Oh! Allô? Je dois te demander, est-ce que tu souris de cette façon tout le temps? Eh bien oui, bien sûr. Je suis un chat de chasseur.
Je ne vois pas ce qui est évident dans tout cela. Dis-moi, as-tu rencontré le chapelier et le lièvre de Mars? Le chapelier et le lièvre de Mars? Non, pas du tout. Oh, mais il le faut absolument. Tous les deux, ils sont fous. Exactement comme toi et moi. Hé, je ne suis pas folle. Oh, mais si tu l'es. En disant cela, le chat s'évapora, laissant seulement son rire derrière lui. Alice trouva cela assez étrange, mais elle continua sa route, curieuse du monde merveilleux dans lequel elle s'était introduite. Sur le chemin, elle rencontra le lièvre de Mars et le chapelier. Ils prenaient tranquillement le thé, attablés sous un arbre. Il y avait aussi entre eux un loir endormi, sur lequel les deux autres avaient posé leurs coudes. Ça a l'air très inconfortable. Mais peut-être que le loir s'en fiche, vu la vitesse à laquelle il sait s'endormir. C'est pris, pas de place. Mais c'est une grande table. Il y a plein de place. Tu dois te faire couper les cheveux. Tu es si impoli. Dis-moi, pourquoi un corbeau est-il comme un bureau d'écriture? Je ne sais pas. C'est pour ça que tu peux pas t'asseoir ici. Seulement parce que je ne sais pas répondre à ta devinette? Très bien, je m'en vais. Mais d'abord, donne-moi la réponse. Mais je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais moi, je n'en sais rien. C'est la fête la plus stupide du monde que je connaisse. Alice continua d'avancer et tomba sur une nouvelle porte, cette fois dans un arbre. Curieuse comme toujours, elle entra. Une nouvelle fois, elle se trouva dans un long hall. Il y avait de nouveau de minuscules portes verrouillées et une petite table en verre. Cette fois, je vais m'appliquer. Elle commença par prendre en main la petite clé dorée et par ouvrir la porte avec. Derrière la porte se trouvait un jardin magnifique. Ensuite, elle prit les champignons dans sa poche et commença à en manger jusqu'à atteindre la taille d'environ 1 pied. Elle passa la petite porte. Il y avait toutes sortes de belles fleurs et de jolis haies. À un endroit, il y avait des jardiniers qui ressemblaient même à des jeux de cartes. Ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'ils étaient en train de peindre des roses blanches en rouge. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Pourquoi peins-tu ces roses? Oh, la reine nous avait ordonné de planter des roses rouges, mais par erreur, nous avons planté des roses blanches. Si la reine le découvre, nous serons tous décapités. Chut, la reine arrive! Oh, qui est-ce donc? Je m'appelle Alice, votre majesté. Qui sont-ils? Comment le saurais-je? La reine devint rouge de fureur. Qu'on lui coupe la tête! Oh, mais ce n'est qu'une enfant, ma reine. Je te pardonne. Le procès peut commencer. Quel procès? Quelqu'un a volé une tarte dans les cuisines de la reine. On suspecte que c'est le valet de cœur. Le banc des jurés était composé d'oiseaux et d'animaux. Ils étaient tous en train d'écrire frénétiquement sur des ardoises. Qu'on énonce l'accusation! La reine de cœur fit faire des tartes. En ce jour d'été, le valet de cœur vola ces tartes et les emporta pour les manger. Bien. Appelez les premiers témoins. Le premier témoin était le chapelier. Il arriva avec une tasse de thé à la main et un morceau de pain beurré dans l'autre. Il était si nerveux qu'il n'arrivait à rien d'autre que rester planté là et bredouiller. Que vous êtes un mauvais parleur! Allez, appelez le témoin suivant! Le témoin suivant était Alice. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle se tenait debout, sans avoir conscience qu'elle avait énormément grandi. Elle dominait tous les animaux qui étaient venus assister au procès. La reine était furieuse. Qu'on lui coupe
À ce moment-là, Alice en eut assez. Qui se soucie vraiment de vous? Vous dites ça tout le temps! Et ce ne sont que de vulgaires paquets de cartes! En entendant cela, les cartes volèrent dans les airs. Elles se mirent à retomber sur Alice. Elle hurla, à moitié de peur et à moitié de colère. Elle essaya de les battre pour s'en débarrasser, et soudain... Allez-vous-en! Partez! Où sont les cartes? Et la reine? C'était un rêve. Quel rêve merveilleux! Il faut que j'aille le raconter à ma sœur. Oh, quel rêve incroyable, mais... était-ce vraiment un rêve? Fin de l'histoire.